Quand on commence, en tout cas, on fait un jeu pour se faire plaisir, ce qui est très cool et je pense que c'est important aussi. Bonjour et bienvenue dans ce nouveau hors-plateau consacré à Thibaut Delatoine, auteur et éditeur de jeux avec Triton Noir. Thibaut, bonjour. Bonjour. Qu'est-ce qui fait qu'un matin, on se lève avec l'idée de créer sa propre boîte d'édition ? Peut-être le fait d'avoir travaillé pendant une vingtaine d'années dans le jeu vidéo pour des éditeurs et des développeurs et de se dire un jour qu'on aimerait bien se lancer soi-même. Donc c'était principalement ça et après pourquoi le jeu de société plutôt que le jeu vidéo ? Parce qu'en fait moi j'ai toujours aimé le jeu de société, c'est par là que j'ai commencé et le jour où j'ai voulu me lancer, c'est ce qui me paraissait le plus intéressant, le plus créatif. Et qui permettait aussi de rester à petite échelle, à taille humaine, donc c'était les raisons principales pour lesquelles j'ai choisi le jeu de société. Avant V-Commando, tu cherchais d'autres projets ou tu savais déjà que ce serait ce jeu-là que tu voulais faire ? Au début, j'étais parti sur un autre prototype qui était intéressant, je pense, qui avait rien à voir avec V-Commando, mais j'avais pas de thème et du coup sur Kickstarter, je pense que ça aurait pas marché. C'est-à-dire que c'était un jeu qui sortait trop des sentiers battus, sans thème, et je me suis dit il y a les deux ingrédients qu'il faut pour que ça marche pas, donc je suis parti sur autre chose en fait assez vite. Et justement, d'où t'est venue l'idée de V-Commando ? De livres que j'avais chez moi. Alors je suis pas forcément un passionné total de la Seconde Guerre mondiale, moi j'aime ça m'intéresse, mais j'avais des livres sur les commandos à la maison et que j'ai relus parce que j'étais à la recherche d'un thème du coup pour le jeu d'après. Et là j'ai relu toutes les descriptions, toutes les opérations. Et j'ai trouvé ça passionnant, je notais tout ce que je trouvais intéressant. Là est sortie la furtivité. Et puis c'est de là où je me suis dit, mais c'est ça qu'il faut faire un jeu coopératif avec des commandos. La furtivité c'est original, on voit ça beaucoup dans le jeu vidéo, mais très peu dans le jeu de société. Donc essayons de ramener ça dans le jeu de société. C'est parti comme ça. Et du coup, comment s'est passé le développement de V-Commando ? Ça a été difficile, ça a duré. Alors moi j'ai quitté mon travail pour me lancer là-dedans, ce que je ne recommande à personne, hein. Mais je pense que l'expérience que j'avais de mes emplois précédents m'avait mis en confiance. Donc ça m'a pris 3 ans à temps plein et ça a été assez difficile, mais très intéressant. Moi je pense comme toute personne qui se lance dans quelque chose de nouveau, je pense que voilà, il y a des bonnes et des mauvaises surprises, mais moi je suis très très content de l'expérience finale au global, je suis très content de la façon dont ça s'est passé. Et du jeu au final, donc je pense que c'est le plus important. Donc comme tu l'as dit, tu viens du monde du jeu vidéo. Est-ce qu'il y a des différences ou des similitudes entre le développement d'un jeu vidéo et celui d'un jeu de plateau ? Ah oui, je pense qu'il y en a beaucoup, notamment dans la façon de créer le jeu. Alors, est-ce que c'est similaire ? Moi, j'avais pas fait de jeu de société avant, donc je peux pas vraiment comparer. Mais de la façon dont je m'y suis pris, moi j'ai trouvé que c'était très proche. Notamment d'inclure beaucoup les tests dans le développement du jeu. C'est vraiment un jeu V-Commando qui a été développé, alors ça peut paraître un peu marketing là de dire ça avec la communauté, mais je veux dire moi j'ai vraiment besoin d'avoir des retours réguliers sur le jeu que je suis en train de faire, bon ou mauvais, hein, et puis après de discuter, d'échanger, de voir s'il y a des idées intéressantes. Donc ça c'est vraiment, ou de valider des idées dont on n'est pas sûr aussi. Bref, donc le jeu c'est beaucoup créé comme ça. Et après sur le principe c'est très proche, moi je trouve. Oui. C'est-à-dire au niveau des illustrations, au niveau du côté artistique, on va y aller étape par étape. On va faire d'abord un crayonné, on va se mettre d'accord sur le crayonné, voir si c'est bien. Ensuite on passe à la couleur. Enfin je veux dire, c'est des trucs très classiques dans le jeu vidéo aussi. Et puis je pense qu'on travaille de la même façon. Au niveau des tests, je pense que c'est ça. Je pense que j'en ai fait plus que ce qui se fait d'habitude. C'est ce qui a pris du temps aussi pour le jeu, mais c'est aussi ce qui aide à amener la qualité, je pense. Et puis que dire de plus ? Après il y a des grosses différences. Par exemple, moi j'avais jamais fait de jeu physique en boîte, donc ça j'ai dû découvrir le côté mise en page, la fabrication du jeu, etc. Ça c'était complètement nouveau. Mais le design aussi pour moi c'est un peu pareil. Penser aux joueurs tout le temps, avoir tout le temps le joueur en tête. Est-ce que ça va lui plaire, etc. Tout ça c'est des processus qui étaient naturels pour moi parce que je sais ce que je faisais déjà avant en fait. Et du coup, cette expérience dans le jeu vidéo, c'est quelque chose qui t'a servi pour faire ton jeu ? Et si oui, de quelle manière en fait ? Ça m'a beaucoup servi. Je dirais qu'une des choses les plus importantes, c'est un conseil que je donne toujours aux jeunes auteurs que je rencontre, c'est de bien savoir à qui on s'adresse. Parce que naturellement, on fait un jeu pour soi. Enfin, en général, c'est ce qui se passe, hein, quand on commence. En tout cas, on fait un jeu pour se faire plaisir.
ce qui est très cool et je pense que c'est important aussi. Mais savoir à qui on s'adresse, c'est important parce que moi, ça m'a aidé à filtrer les idées qui arrivaient. C'est-à-dire quand on fait un jeu comme ça, sur un thème comme ça, on peut ajouter des milliards de choses qui sont géniales dans le jeu, des super idées de joueurs, on pourrait rajouter ici un traître, etc. Mais le problème, c'est qu'à force de faire ça, ton jeu il se complexifie, et du coup tu changes de public. Si tu visais un public, je sais pas, 10-12 ans, là tu vas passer en 14+, parce que ton livret de règles va être gros comme ça. Donc c'est un exemple que je donne, mais c'est-à-dire que ça t'oblige à faire des choix dans tout ce que t'intègres dans le jeu. Et tu peux avoir, moi j'ai eu des idées que j'ai simplifiées par exemple parce que ça collait pas au public. C'est-à-dire que c'était sympa, ça marchait, mais c'était trop lourd ou un peu compliqué à comprendre, et donc voilà, moi je voulais un jeu fluide et qui se joue, qui puisse se jouer avec des enfants de 10-12 ans. Donc moi j'avais ça en tête dès le début. Et aussi le type de public qu'on vise. Moi je visais aussi un public de gens, dans ma tête, qui avaient pas 4 heures devant eux pour jouer à un jeu. C'est ce qui a amené à avoir un système de jeu où on peut jouer des parties en 30 minutes, ou en plusieurs heures si on veut, mais on peut jouer des parties très rapides. Donc à qui on s'adresse, quel âge il a, quel temps il a pour jouer, combien de jeux il a dans sa ludothèque, est-ce qu'il va jouer 10 000 fois à mon jeu ou est-ce qu'il va y jouer 3 fois. Toutes ces questions-là, c'est quelque chose d'important. C'est à prendre en compte lors du développement. Moi, je trouve. Ouais. Justement, toi, quelle est ta méthode de travail quand tu développes un jeu? Alors, c'est très itératif. Ça peut paraître assez chaotique aussi. C'est très itératif parce que je vais vraiment faire des allers-retours sur une idée. C'est-à-dire que je peux faire une idée, j'imprime la carte, puis en fait, avant même de la jouer, je me dis, mais en fait, non, on peut encore changer. Donc, moi, il y a beaucoup d'itérations et il y a aussi, mais ça, je pense que c'est tout le monde pareil. Hein, je pense pas qu'on puisse arriver comme ça enfin, il y en a qui arrivent avec l'idée comme ça du premier coup, ça marche, mais moi, ça a marché pour le système de furtivité comme ça. C'est-à-dire que j'ai eu l'idée des grandes tuiles, des petites tuiles, des moyennes tuiles comme ça, et puis c'est resté comme ça jusqu'au bout. Donc ça arrive parfois quand même. Et aussi la façon de développer le jeu, ça aussi, je pense que c'est peut-être plus propre aux jeux vidéo qu'aux jeux de société, mais c'est d'avancer tous les éléments du jeu, enfin en tout cas tous les éléments de gameplay et tous les éléments visuels. Tout le temps avancer ça en parallèle du jeu, c'est-à-dire pas faire juste un proto papier blanc et tester ça, mais tout de suite commencer à mettre les icônes, à mettre la police, les textes sur les cartes. Ben ça va permettre de voir si les gens arrivent à lire le texte, les icônes, est-ce que vous comprenez ce que vous voyez. Et en fait, en intégrant ça dans le jeu, ça m'a permis de raffiner. Moi, il y a des pions, j'ai recommencé 10 fois en fait. J'ai vraiment affiné beaucoup tout au long du développement. Grâce en fait à ce système-là. Alors c'est très coûteux en temps, c'est coûteux en cartouches d'encre aussi parce que tu imprimes tout le temps tes pions, tes cartes, enfin pas tout à chaque fois, mais bon ça tu le fais beaucoup. Mais en même temps, t'as toujours une version du jeu à jour quand tu l'as fait tester, et ça je pense que ça a permis d'arriver au jeu tel qu'il est aujourd'hui. En fait. Oui, ce qui est assez différent parce que souvent on entend que l'éditeur va travailler que la mécanique. Et une fois qu'elle est complète et qu'elle fonctionne, là, il va s'attaquer aux illustrations. Voilà. Alors c'est plus économique de faire comme ça, c'est moins coûteux, mais il y aura des risques comme ça, c'est ça, de problèmes de lecture, de problèmes d'iconographie et tout ça. Là, moi, l'ami qui travaillait avec moi qui m'aidait sur la mise en page, alors lui, ça le décontenançait un peu d'être régulièrement obligé de faire des changements. C'est moi qui m'occupais de la plupart des choses, mais c'est vrai que lui, il faisait les modèles des cartes, par exemple, il faisait une carte type, et moi je déclinais. Mais donc effectivement, souvent les cartes types, même la carte type a changé parce que on rajoutait une info, on en enlevait une, etc. Donc bon, c'est pas dans ses habitudes, mais le jeu, je pense que c'est itératif. On peut difficilement tout avoir du premier coup qui marche. Hein. Et ça, c'est une méthode qu'on retrouve dans le jeu vidéo, le fait d'avancer comme ça. Oui. Ouais. On avance. On va prendre une portion du jeu qu'on va développer en général le plus loin possible. Puis après et en parallèle après on va commencer à développer tout le reste, mais tout avance, les outils, les graphismes, enfin, tout se fait pas toujours en même temps. On va d'abord faire quand même un prototype qui va être assez basique, jouable, où là on va pas mettre des belles textures et tout ça, mais c'est vraiment pour valider certaines choses. Mais après assez vite on va arriver au visuel parce que tout le monde en a besoin, les journalistes, les patrons, ça les rassure de voir que le jeu est joli, parce que s'ils voient des cubes gris, ils comprennent pas toujours ce que ça va donner. Donc en général, on avance comme ça. Et c'est itératif aussi dans le sens où on n'arrête pas de faire des allers-retours, de mettre le jeu dans les mains des joueurs, de voir leur réaction. Une idée qui a l'air bonne sur le papier peut très bien ne pas fonctionner ou ne pas être comprise. Parfois l'idée est bonne mais on n'arrive pas à l'expliquer ou c'est trop compliqué. Donc tout ça on le voit quand les joueurs ont le jeu dans les mains. C'est pour ça que c'est important pour moi qu'il l'ait très souvent en fait. Ouais, c'est quelque chose qu'on entend souvent, les bad buzz. On voit que sur Internet les gens réagissent très vite, et souvent sans avoir eu le jeu en main. Finalement sur un visuel, il suffit qu'il y ait quelque chose qui leur plaise pas. C'est quelque chose qui est vraiment pris en compte. Toi, par exemple, avec V-Commando,
T'as eu à pas, gérer pas, ça pas ou... ça précisément. Non, moi j'ai pas eu de problème comme ça, je crois pas. Non, genre c'est parce que la communauté, la communauté pour moi, j'allais dire c'est positif parce que pour V-Commando ça a été positif, mais après déjà les gens sur internet, les forums et tout ça, ça peut être tellement tout et n'importe quoi que développer un jeu en pensant à l'avance à ce qu'ils pourraient dire, je pense, moi je ferais pas ça. Je veux dire. Par contre, voilà, moi c'est les gens autour de la table qui c'est leurs avis qui m'intéressent. Ils ont le jeu, ils y jouent, ils savent ce que c'est, puis après ils ont un avis, puis ça c'est un avis qui vaut quelque chose, je pense. C'est-à-dire que les festivals, tout ça, c'est quelque chose d'indispensable en fait. Pour un Moi j'en ai éditeur. fait beaucoup, ouais. J'en ai fait beaucoup. J'ai commencé avant le Kickstarter à commencer à faire tester le jeu. On a été à la Gen Con. Pour ça on avait une table d'auteurs où on pouvait faire tester le jeu beaucoup. Mais oui, ça il faut, les conventions c'est super important. Et les cafés aussi, il y a beaucoup de bars à jeux. Il y a aussi parfois des regroupements, on a ça à Montréal, c'est des regroupements d'auteurs qui se retrouvent tous les dimanches au Randolph, là, le pub ludique. Et on se retrouve là-bas et puis on teste des protos, donc on tourne chacun son tour et puis comme ça au moins on échange et tout ça. Donc il faut. Et d'autres auteurs c'est bien aussi parce que pour moi t'as plusieurs catégories de testeurs. T'as le public qui est super important, mais t'as aussi les professionnels ou en herbe on peut dire. Mais là on a des avis aussi qui sont différents et qui sont très intéressants aussi. Et pour moi les deux c'était une des clés aussi. Et à Montréal ce qui est génial c'est que il y a beaucoup de développeurs de jeux vidéo. Moi j'ai travaillé pour certains. Donc j'ai beaucoup de contacts dans le jeu vidéo et donc il y a beaucoup de professionnels qui ont pu tester V-Commando et me donner des feedbacks parfois assez pointus, parfois assez durs même pour certains, mais ça a permis de faire vraiment avancer le jeu et c'est des retours que j'aurais peut-être pas eu venant du public qui est plus là pour s'amuser et qui prend les choses un peu plus légèrement en fait. Ça aide aussi.